Et pour commencer, un chiffre, le chiffre de cette édition, 3. 3 comme le nombre de projets de loi présentés ce matin, mercredi 24 avril, par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. 3 projets de loi afin de restaurer la confiance dans la vie politique, une opération main propre en quelque sorte. 2 textes sont consacrés à la transparence de la vie publique, un autre à la lutte contre la fraude fiscale. Examen par le Parlement prévu avant l'été. Avant de rentrer un petit peu dans les détails, Jean-Luc Trottignon, avec Anticorps justement, vous vous battez pour cette moralisation de la vie politique. Toutes ces mesures qui ont été annoncées et le fait que le gouvernement se penche sur cette question, même si c'est après l'affaire Cahuzac, ça va dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens avec des choses qui pourraient être mieux. Puis il va y avoir de toute façon le passage devant le Parlement avec un nombre d'amendements qui peuvent être proposés. Donc on attend de voir. Il y a des choses plus précises, assez précises maintenant. C'est sûr que nous, Anticorps, on n'a pas attendu l'affaire Cahuzac pour réclamer tout ce genre de choses. Notamment sur les conflits d'intérêts, ça semble pas aller assez loin pour nous. Mais il y a d'autres choses qui avancent dans le bon sens. Et notamment pour nous-mêmes, il y a 2 points qui concernent directement les associations anticorruption habilitées. Qui pourront saisir alors, la haute autorité de la transparence de la vie publique. C'est le nom de cette nouvelle instance qui devrait voir le jour, justement, avant de détailler un petit peu tout ça et de voir votre point de vue pour Anticorps. Philippe Briot, élu UMP, cette décision du gouvernement socialiste de se pencher sur cette moralisation de la vie politique. C'est la transparence de la vie politique. La transparence, plus de transparence, moralisation également, haute autorité de la transparence de la vie publique, c'est le nom de la nouvelle instance. Est-ce que c'est une instance que vous accueillez plutôt de manière sympathique? Vous êtes curieux de voir ce que ça va Oui, donner? bien sûr, parce que je pense qu'il y a une continuité dans le gouvernement, c'est qu'après une transparence de politique, on a une transparence pour la vie publique. Donc c'est quand même intéressant. Alors je suis face à Anticorps, en tant que médecin, moi je suis tout à fait favorable aux anticorps qui luttent contre les antigènes, c'est-à-dire contre tout ce qui peut polluer la vie politique et la vie publique. Et avec une ancienneté de 20 ans de maire, je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup et qu'il y a des règles à respecter, on en parlera sûrement. Alors la mission de cette nouvelle instance que nous évoquions à l'instant, le budget et les moyens ne sont pas encore précisés, mais en tout cas elle disposera de services fiscaux, elle aura un pouvoir d'injonction également, et puis elle pourra être saisie par le Premier ministre, par les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, ainsi que par les associations agréées, et c'est là que je me tourne à nouveau vers vous, vers Anticorps. Vous pourrez saisir cette haute autorité en cas de doute sur des déclarations de patrimoine d'élus, par exemple? Tout à fait. Nous sommes les seules entités de la société civile qui pourront, si c'est voté, intervenir. Les associations agréées anticorruption, on verra ce que c'est, mais enfin, en France, il y en a surtout 3, dont la nôtre. Il est vraisemblable qu'on recevra, comme on reçoit beaucoup, des alertes de citoyens qui nous diront on en a reçu, mais là il n'y avait pas de conséquences pénales. Quand les sénateurs, il y a quelques mois, ont eu à faire une déclaration d'intérêt sur le site du Sénat, on nous a signalé pas mal de déclarations d'intérêt qui n'étaient pas complètes. Donc là, je pense qu'on sera sans doute alerté puisqu'on aura la possibilité, nous, de transmettre ça à cette haute autorité de la transparence de la vie publique, qui sera composée de 6 magistrats, Cour de cassation, Cour des comptes, Conseil d'État, et président nommé en Conseil des ministres après avis du Parlement. Et il y a cette question derrière de ou non, faut-il rendre public ou non ce patrimoine des élus, parce qu'il y a des déclarations forcément, mais ensuite faut-il les rendre publics? Vous allez nous donner votre point de vue, échanger sur ce sujet. Après ce micro-trottoir, qu'en pensez-vous? Nous avons posé la question à quelques citoyens. Non, parce qu'on y déclare vraiment ce qu'on veut. Moi, quand j'ai vu comme déclaration 2 voitures de plus de 10 ans de la part d'un ministre, le scooter de la part de porte-parole du gouvernement, je me dis que là, il ne faut pas rigoler. Moi, l'important, c'est que franchement, on connaisse ce qu'on veut ici, quoi. C'est tout. Après, ce qu'il a gagné, voilà, il faut aussi être réaliste. Il a travaillé aussi entre-temps. Donc, je ne sais pas. C'est important parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde a plus ou moins envie de savoir, vu qu'en général, c'est des grosses sommes. Au départ, j'aurais dit oui. Et puis en fait, quand je vois tout ce qui est dévoilé, j'ai pas envie de le savoir parce qu'ils se foutent de nous. Je pense que c'est une bonne idée, oui. La transparence, quoi, la continuité. Oui. En fait, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je dois avouer que, de toute façon, ça ne me semble pas vraiment réel. Oh, pourquoi pas, mais ça serait plus de la curiosité qu'autre chose.
Les avis sont partagés sur la question, sur le fait de rendre ou non public le patrimoine des différents élus. Et là, on parle bien de tous les élus et pas uniquement des ministres, comme ça a été le cas il y a quelques jours, quelques semaines. Je vais juste vous préciser ce qui a été dit ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Les déclarations de patrimoine et d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires nationaux, des principaux responsables exécutifs locaux seront rendus publics selon les modalités qui seront précisées par décret en Conseil d'État. Le texte n'est pas tout à fait arrêté encore. On ne sait pas si ce sera finalement obligatoire, si ce sera un tirage au sort ou autre. En tout cas, quel est votre point de vue? Pour M. Briot, je peux lui indiquer que pour les maires, c'est des communes à partir de 30 000 habitants. Les communautés de communes. Moi, je trouve que ça devrait être à partir de 1 habitant. Moi, je dis qu'il y a 2 choses. Il y a les ressources et le patrimoine. Le patrimoine, moi je le dis officiellement, je suis soumis à l'ISF. Donc, on sait la base minimum de mon capital et je suis assujetti au contrôle des services fiscaux. La problématique sur le patrimoine, c'est quand vous ne déclarez pas l'ISF. Et donc là, il faut combler ce vide pour un élu qui ne déclare pas l'ISF de façon à être certain que son patrimoine est bien conforme. Et donc ça, c'est la première donnée. Et puis ensuite, il y a les ressources. Moi, les ressources, il faut tout simplement afficher clairement avec quoi nous vivons, feuille de paye, indemnisation, retraite ou autre. Donc voilà, je crois qu'il y a 2 choses importantes. Ça, il faut le rendre public, oui. Que tout le monde puisse y avoir accès, savoir ce que gagne un maire, par exemple. Moi, j'ai pas de en revanche, sur le patrimoine qui a pu être obtenu au fur et à mesure des années, ça vous ne préférez pas? Je suis contre dire ce que j'ai. Je pense qu'il y a des services fiscaux, et d'ailleurs vous l'avez dit monsieur, qui peuvent contrôler ceci. À partir du moment où je vous dis qu'effectivement je suis à l'ISF, vous imaginez bien que nous sommes contrôlés en permanence. Et c'est pas parce qu'on va mettre tout cela en place qu'il n'y aura pas éventuellement, lorsque quelqu'un a la volonté de tricher, enfin quand je vois là qu'on a mis en place une commission spéciale avec monsieur Jospin qui s'appelle la rénovation et la déontologie de la vie publique, on s'interroge quand on voit les noms qui sont dedans. Enfin, je veux dire, si on veut parler de la transparence, allons jusqu'au bout. Je veux dire, monsieur Jospin, je crois, a une retraite, a un certain nombre d'indemnités, et je vois que là, il va être rémunéré à concurrence de 122 000 €. Alors, il y a une transparence, c'est qu'on le sait. Mais est-ce que tout ceci est bien dans le cadre de ce qu'attendent les Français? Moi, je dis aujourd'hui, c'est l'honnêteté des élus qui est important, et il faut trouver tous les moyens qui garantissent les électeurs de cette honnêteté. Alors, nous, sur la transparence, on pense c'est un volet uniquement. On pense qu'il est indispensable qu'il y ait une déclaration du patrimoine en début de mandat et en fin de mandat, tout simplement pour que les citoyens puissent savoir s'il n'y a pas eu un enrichissement anormal pendant le mandat. Mais ça n'est rien s'il n'y a pas un organisme de contrôle et s'il n'y a pas notamment des moyens d'investigation pour cet organisme de contrôle. Effectivement, cette nouvelle haute autorité aura un pouvoir d'injonction et pourra exiger du fisc les renseignements, alors qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. La Commission pour la transparence de la vie politique ne pouvait pas le faire. Et le problème des fraudes fiscales qui sont découvertes, c'est que seul le ministère de l'économie et des finances pouvait déposer plainte. Ou ça s'arrangeait dans le secret d'un cabinet, d'un bureau, pas loin du ministre, pour négocier la fraude, comment baisser la fraude, la payer, la rembourser, et pourquoi pas etc. donner une compétence aux services fiscaux, justement, de façon spécifique pour les élus? Ça c'est des modalités, ça revient au même. On a des professionnels quand même qui sont là. Oui, mais ça revient au même. De toute façon, le pouvoir d'injonction vis-à-vis du fisc, ce sera pour avoir les documents préparés par le fisc. Donc ça revient à peu près au même. Est-ce que les citoyens doivent avoir accès à toutes ces déclarations? Est-ce que ça doit être publié noir sur blanc? Un maire qui se présente, par exemple, aux prochaines élections, voilà, il faut publier son patrimoine. À mon avis, les élus doivent rendre compte aux citoyens. Donc, début de mandat, fin de mandat. Pour les intermédiaires, pas forcément. Là, les modalités vont être définies par le Conseil d'État. La difficulté, effectivement, c'est pour moi, si je suis élu, j'ai choisi d'avoir un mandat public, donc d'être un homme public, mais ma femme, mes enfants n'ont pas choisi eux. Donc la difficulté, c'est de protéger la vie privée de la famille. Oui, enfin, moi, par exemple, un adjoint qui est responsable de la commission d'appel d'offres, est-ce que dans votre esprit, il est important que l'on ait ces références patrimoniales? Moi, je pense que oui. En début et en fin de mandat. Oui, mais ça veut dire que toute personne qui a une interférence avec, je dirais, les finances publiques, sachant que nous ne n'avons pas de carnet de chèques, pas de carte bleue, mais tout ce qui est appel d'offres, tout ce qui est lobby, il y a des principes. Quand on est en appel d'offres, on ne reçoit personne. On ne va pas casser la croûte, on ne va pas à des matchs de foot, on ne va pas à tout cela. Il y a des règles minimum sur ces éléments, et je pense que tous les élus, pas que le maire, tous ceux qui ont une délégation doivent être dans
ces règles d'obligation. Il n'y a pas que le maire. Vous qui êtes maire, vous faites attention à ça, justement, au sein de votre conseil municipal? Vous surveillez ce que font vos différents adjoints? Mais bien sûr, parce que j'en ai la solidarité. Si j'ai 2 personnes derrière ma voiture qui ne mettent pas la ceinture de sécurité, c'est bien le chauffeur qui en est responsable. Et bien dans un conseil municipal, moi je suis responsable de tous ceux qui n'ont pas mis leur ceinture de sécurité au niveau fiscal et au niveau honnêteté. Il y aura des sanctions aussi qui seront plus importantes, hein. Ça fait partie de l'ensemble des mesures, des projets en tout cas, puisque ce sera ensuite débattu à l'Assemblée, qui ont été présentés ce matin. 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende pour ceux qui ne joueraient pas le jeu sur les différentes déclarations. Pour les ministres, ce sera 5 ans et 75 000 € d'amende. Là aussi, les sanctions sont assez fortes. Et le renforcement pour les fraudes fiscales, ça passe à 7 ans de prison, avec notamment un classement de faute aggravée, fraude fiscale, où on rajoute le recours à des comptes bancaires à l'étranger, notamment. C'est assez sévère? C'est assez dissuasif. C'est vrai que la justice a tendance à pas aller au bout, au fond, des peines possibles. C'est très rare, mais c'est quand même assez dissuasif. Donc, et pour les tout nouveaux ministres, il y aura la haute autorité en question, de la transparence de la vie publique, qui étudiera patrimoine et revenus de ce ministre pour éviter les cas comme il y a eu avec Jérôme Cahuzac. Est-ce qu'on peut penser que ça va refroidir des candidatures? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire dans ces conditions, je ne me présente pas? Peut-être que M. Cahuzac se serait dit « je n'accepte pas mon poste de ministre ». Oh, je ne suis pas sûr, parce que pour mentir devant une caméra de la même façon, je ne suis pas certain. Moi, je crois que ce qui me paraît important, c'est que les services fiscaux aient les capacités et les moyens de garantir la population de l'honnêteté des élus. Moi, je crois que ça me paraît très important, et qu'on règle les problèmes de paradis fiscaux, de fiscalité, parce que si vous avez votre patrimoine en société, pas en société, en nom propre ou autre, on sait comment tout ça se passe, les divorces, enfin bon, je dirais qu'il faut aller loin. Moi, je pense qu'il faut en urgence mettre des garanties pour les Français par rapport à ce que nous avons vécu, mais il ne faut pas qu'on aille trop loin. Je veux dire, si c'est pour afficher tout son patrimoine, je pense que là, il y a un voyeurisme qui me paraît même négatif pour la transparence politique. Sur l'inéligibilité aussi. Deux choses. Juste deux choses. Répondez, puis je voudrais juste avoir votre point de vue sur l'inéligibilité. Le gouvernement a prévu ce matin la création d'une police fiscale, justement, qui agira avec le nouveau parquet national contre la corruption. Et puis, le côté voyeurisme, on est quand même, en Europe, il y a 27 pays sur 27 pays, il n'y a que 2 pays qui sont aussi secrets sur les patrimoines et les revenus des élus. C'est la France et la Slovénie. Dans les autres pays, comme ceux qui le font au maximum, les pays scandinaves par exemple, on ne peut pas dire que ce sont des pays de voyeurisme. Ça fonctionne quand même. La démocratie fonctionne aussi. Alors, pardon, je vous ai... Sur l'éligibilité, je voulais avoir votre point de vue aussi, assez rapidement. Alors, il propose, le gouvernement, une inéligibilité définitive pour les élus fraudeurs ou en cas d'infraction qui portent atteinte à la moralité publique, corruption, etc. Voilà, ou non, parce que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé en disant qu'il fallait une individualisation des peines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer systématiquement à tout le monde la même peine. Il faut que le juge puisse pouvoir juger en conscience. Mais il y a une solution qu'on ne va pas se gêner de leur rappeler, de leur proposer, c'est de mettre comme nouvelle condition d'éligibilité le fait d'avoir un casier judiciaire vierge, comme pour les fonctionnaires. Inéligible quand on a fait une faute? Ça me paraît légitime. La faute, précisons-le bien, tout enrichissement personnel à partir d'un mandat doit être sanctionné sans réserve, et l'inéligibilité doit être liée. Après, c'est le problème des corruptions passives lorsqu'il y a après, c'est au juge, effectivement, d'appliquer. Mais lorsque vous avez un acte volontaire d'enrichissement personnel à partir des compétences de son mandat, c'est une sanction sans réserve. Mais personnel ou pour son parti ou pour ses proches. Oui, c'est ce que j'appelle personnel, monsieur, pardonnez-moi. Mais je veux dire, on peut rencontrer certains cas difficiles dans le cadre des collectivités qui sont à part. Moi, je dis aujourd'hui, oui, tout enrichissement personnel pour soi ou pour ses proches doit être sanctionné sans réserve. Un sujet qui ne figurait pas dans les différents projets de loi ou qui n'a pas été très très clair, c'est la fameuse liste noire des métiers interdits aux parlementaires. Alors il n'y a pas de députés, de sénateurs sur ce plateau, mais j'aimerais tout de même, pour conclure sur ce dossier de cette moralisation de la vie politique pure et rendre public justement toutes ces affaires, tous ces dossiers. On parlait donc de cumul, le fait d'être avocat d'affaires, journaliste, voire consultant également. Ça aurait été incompatible avec le fait d'être député ou sénateur. Aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment. On parle seulement des mentions de conseil, les activités dans les entreprises privées en lien avec l'État aussi.
Là, ça ne va pas assez loin. Il aurait fallu interdire clairement certaines fonctions, certaines professions avec le fait d'être député ou sénateur. Oui, pour nous, oui. Là, ça recule par rapport à ce qui avait pu être annoncé. Les avocats pourront continuer à être avocats, sauf s'ils donnent des conseils, s'ils sont conseils. Voilà, ça, ils ne pourront pas l'exercer. C'est la seule chose qui apparaît être interdite pour l'instant. Nous, on pense que ça nécessite d'aller plus loin. Malheureusement, c'est les députés eux-mêmes qui vont voter leurs propres limites. Donc, on peut s'inquiéter pour... Il faut faire attention à ne pas couper la société civile de la capacité d'avoir une action politique. Je crois que ça me paraît très important. Je pense qu'il faut aussi que la loi protège ceux qui peuvent avoir un mandat de 3 ou 4 ans qui arrêtent leur métier et qui 3-4 ans après ne sont plus élus. Donc il faut aller bien au-delà de cette loi. C'est-à-dire que si on supprime certains métiers, il faut que l'on garantisse aussi la sécurité de l'arrêt de travail. Voilà. Oui, absolument. Et nous, on propose d'ailleurs que ce soit lié, il faut que ce soit lié à 2 ans de mandat maximum consécutif. Comme ça veut dire qu'on ne fait pas ça toute sa vie comme un professionnel non plus, parlementaire. Et que pendant 10 ans, oui, si on peut faire une parenthèse et servir l'intérêt général sans faire exercer sa profession, et qu'on peut, effectivement, il faut avoir des garanties pour pouvoir la reprendre après. Médecin, vous n'êtes pas contre? Non, sauf si vous intervenez comme conseil avec les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Écoutez, moi, je représente le département des Yvelines à l'Agence régionale de santé. On m'a fait remplir 10 feuilles où je garantis l'absence d'intérêt croisé entre mes activités personnelles et ce que je décide au niveau de l'ARS, ce qui me paraît légitime. Oui, mais qui contrôle? Est-ce qu'il y a, si ça n'est pas dans les clous, qu'est-ce qui se passe dans votre déclaration? Moi, j'ai déclaré. Après, comment c'est traité, je ne sais pas. C'est pour ça que moi, je pense que c'est plus la façon de traiter les contrôles qui me paraît important de le faire. Voilà. Donc attention à une loi rapide qui va peut-être trop vite et pas assez loin. Voilà. Et ce sera le mot de la fin pour cette séquence. Merci à tous les deux. Merci à Jean-Luc Trottignon pour Anticorps. Philippe Briot de l'UMP, maire du Chesnay, vous restez avec nous sur le plateau puisqu'on va parler du mariage pour tous également, puisque vous étiez et vous êtes toujours l'un des membres actifs de ce collectif Manif pour tous. La loi a été adoptée hier en lecture solennelle. Auparavant, on fait une petite pause. On va parler culture, l'actualité culturelle du jour.